salut les constructeurs de chewing-gum, bienvenue sur la clinique et bienvenue dans une review, une review d'actualité de AEW Revolution 2021. Alors pourquoi je fais la review ? Parce que c'est vrai que depuis le début de la pandémie, j'avais tout simplement dit que je pouvais pas regarder du catch sans public. Et là, comme on est dans le show US avec le plus de public depuis le début de la pandémie, par honnêteté pour moi-même et envers vous les amis, je me suis dit, je vais quand même regarder le truc. Alors j'avoue que cette nuit, j'ai été réveillé par un petit bug technique qui m'avait été partagé par Ali de Catch Club et Christophe Ajus. Ils m'ont envoyé un petit message tous les deux sur WhatsApp. Et donc je m'étais dit, allez, j'enchaîne, allez, on est en pleine nuit, je suis réveillé, j'enchaîne, je vais regarder le pay-per-view. Et en fait, très rapidement, j'étais quand même fatigué. Donc je me suis dit, allez, va te recoucher, mais ce matin, je me suis dit, allez, on y va, on va prendre une petite journée entre guillemets off, je vais pas faire des vidéos sur mon autre chaîne comme j'avais prévu de le faire initialement, et on va se lancer dans AEW Revolution avec deux gros sujets aujourd'hui les amis, c'est l'arrivée de Christian, on va voir pas ce qu'on en dit ou ce qu'on en pense, mais en tout cas ce que moi j'en pense, et aussi le fiasco, pas du main event, mais du finish du main event, et donc du finish du pay-per-view. Et comme je dis toujours, on s'en fout de la qualité d'un match ou de la qualité d'un pay-per-view, ce qu'on retient, c'est la fin du main event ou le finish d'un combat. Vous pouvez avoir un match pourri avec un super finish, et les gens vont rentrer chez eux satisfaits avec une impression tout à fait positive d'un match ou d'un pay-per-view, et c'est la même chose avec le pay-per-view dans sa globalité. Il peut être pourri avec un main event absolument fabuleux, les gens vont s'en souvenir, je sais pas, Over the Edge 98 par exemple, le main event il est génial, le reste du pay-per-view est assez moyen, pourtant c'est un show qui à l'époque était fabuleux, c'est un exemple très vieux bien entendu, mais c'est pas grave. Donc voilà, on peut avoir un très bon pay-per-view et un main-event pourrave, et ça c'était très souvent le cas à la WCW. C'est pour ça que la WCW n'a jamais réussi, à rentrer dans l'inconscient collectif, à se dire on fait des putains de pay-per-view, même s'il y avait des cartes de grande qualité. D'ailleurs, j'en profite pour les plus passionnés d'entre vous qui veulent avoir accès à un contenu privé et exclusif sur la clinique en compagnie de Dimitri, en cliquant sur le bouton rejoindre sous les vidéos sur la homepage ou tout simplement dans le lien qui sera dans la description, vous pouvez avoir accès pour moins cher qu'un McDo tous les mois à toutes les reviews de la Monday Night War que nous faisons de semaine en semaine. Un projet colossal et historique. Et aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va rappeler les prochains rendez-vous sur la clinique. Le prochain rendez-vous pour les abonnés Monday Night War, ça va être mercredi avec la review de Raw et de Nitro du 10 mars 1997. Et très bientôt, ce sera l'épisode numéro 3 du Montréal Screwjob. Alors cette explosion du main event entre Kenny Omega et Jon Moxley, là je vais juste parler de l'explosion, on verra le match un petit peu plus tard. Au début, il y a quelques semaines, quand ils ont annoncé cette histoire de exploding barbelé, le barbelé qui explose, je me suis dit, dans ma tête, j'ai que deux vrais souvenirs où il y a eu des fiascos. C'était la finale du King of the Deathmatch 95 à la IWA au Japon, rien à voir avec la IWA Mid-South des États-Unis, entre Cactus Jack et Terry Funk. Match lors duquel toutes les planches de barbelés, les cordes, etc., tout avait très bien explosé. C'était absolument parfait, on a envie de dire. Sauf que à la fin, il y avait pareil une sirène avec un compte à rebours, et à la fin, ça fait juste pouf. Enfin, vraiment, juste des fumées comme ça, presque pire que ce qu'on a eu à la AEW hier soir. Sinon, à la ECW, je me souviens quand... peu importe. Début 2000, il y a eu Balls Mahoney contre Vic Grimes, avec pareil, un truc d'exploding. Donc, beaucoup de risques, et je m'étais dit, par pitié, j'espère, je croise les doigts pour eux que ça va pas redonner ça, et malheureusement ça a été le cas. Alors, tout n'était pas pourri dans ce main event, c'est-à-dire que le match en lui-même, il était très bon, les barbelés, les côtés des barbelés ont très bien explosé, visuellement c'était vraiment super, il y avait beaucoup d'impact. À l'extérieur du ring, on va dire que c'était un petit peu plus nuancé, parce que les mecs ont fait des spots de tarés dessus, mais des fois ça explosait un petit peu loin, donc finalement sans explosion ça aurait presque été mieux, ou alors il aurait fallu retravailler les explosions. Donc globalement j'ai envie de dire que 80% des explosions dans ce match ont été plutôt de très bonne facture. Mais alors ce finish,
avec des petites flamèches. Là, on se serait cru dans un jeu vidéo des années 90, avec 2 petits pétards comme ça pour nous signifier les pyros de Goldberg, vous voyez, ou un truc dans le genre. Puis les mecs, ils ont quand même un gros budget, donc je me dis, faudrait quand même se faire 2 jeux d'explosifs, d'en essayer un avant le pay-per-view, et se dire, enfin, même pas avant le pay-per-view, quelques semaines avant, parce qu'a priori, c'est quand même prévu depuis longtemps, on fait péter le truc, et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on essaye d'améliorer le truc. J'ai du mal à croire qu'ils aient pas fait des essais avant, ou alors peut-être que, ça aussi c'est possible, ils aient fait des essais techniques, que ça ait bien fonctionné, mais que pour une raison X ou Y qu'on n'est pas capable de déterminer maintenant, ça n'a complètement pas marché. Ça veut rien dire, ça c'est pas français, ça n'a complètement pas marché. Ça a complètement foiré lors du main event. Pour ce qui est de Christian, c'est un petit peu compliqué parce que, en fait, le problème, c'est pas forcément Christian. C'est pas les anciens names de la WWE, le problème. C'est, on va dire, plutôt l'état de l'industrie du catch depuis une vingtaine d'années. Parce que, aujourd'hui, on n'a que 2 choix. Ce qu'a fait l'AEW très bien depuis plus d'1 an, c'est-à-dire de construire des nouveaux talents, des nouvelles stars, leurs stars à eux. Mais le problème, c'est pas de signer des anciens WWE, c'est de signer des mecs qui ont déjà une réputation. Pourquoi ? Parce qu'en dehors de la WWE, depuis 20 ans, il n'y a personne. Donc, ipso facto, comme on dit, si tu signes un big name, tu signes un ancien WWE. Parce que je pense pas qu'ils se disent « Allez, on va signer des anciens de la WWE ». Mais il y a 1 semaine ou 2 semaines, le Big Show, maintenant Christian, ça donne un petit peu le même sentiment que Impact. Il y a une dizaine, une quinzaine d'années, avec que les rejets de la WWE qui n'avaient pas réussi à percer là-bas ou qui avaient percé jusqu'au mid-card et qui ensuite avaient catché ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, qu'est-ce que ça peut donner Christian ? Je ne sais pas. Je sais pas que je vois pas ça d'un bon oeil, mais je vois pas ce que ça peut apporter au produit. Ça va desservir beaucoup de choses, ça va prendre de la place sur la carte. Je sais qu'ils ont un nouveau show qui arrive. Je sais que Christian peut être très bien booké, mais il n'aura pas forcément vocation à être main eventer, je pense. Ou en tout cas, ce serait une grosse erreur de leur part. Puis après, très honnêtement, le retour de Edge, qui est quand même un beaucoup plus gros big name à la WWE, a eu 0 impact sur les audiences. Donc Edge n'intéresse personne. C'est pas de la rancœur ou autre chose. C'est un fait approuvé par les statistiques, par les chiffres. Les chiffres ne mentent jamais. Donc Edge n'intéresse plus personne aujourd'hui. Il fait partie du produit, etc., etc. C'est sympa, mais il n'attire aucun téléspectateur. Donc si Edge n'attire aucun téléspectateur supplémentaire sur une plateforme WWE, à 100% sûr, Christian n'aura aucun impact à la AEW, lui non plus. Donc je ne vois pas trop ce qui motive cette décision, en dehors de ce qu'a revendiqué Tony Khan en disant que c'était un de ses catcheurs préférés de tous les temps. Comme Ishtu d'ailleurs, qu'on salue. Mais quand le président d'une fédération de catch dit qu'il vient de signer son catcheur préféré, ça fait vraiment caprice de gamin et pas du tout, un move stratégique, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pour les 2 gros sujets. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail des 8 combats que j'ai regardé ce matin en 2 fois. J'avoue, j'ai regardé d'abord 2 tiers de pay-per-view, ensuite j'ai fait une petite pause et l'autre tiers. Voilà, j'avoue. Alors le match par équipe, Young Bucks contre MJF et Jericho pour les titres par équipe, moi j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, avec un style, on va dire, assez inhabituel des Young Bucks, un style que d'ailleurs je préfère largement par rapport à leurs matchs qui sont un petit peu fatigants niveau rythme d'habitude. Là, c'était plus calme, plus old school, avec des hits, des périodes de domination bien structurées. Donc voilà, moi c'était plutôt une bonne surprise. J'en attendais pas un truc absolument dingue, hein, parce que le style Young Bucks, c'est pas vraiment le style Jericho MJF. Donc c'est plutôt les Young Bucks qui, grâce à leur talent, ont aussi réussi à s'adapter à Jericho, qui a priori était quand même le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, non, ça n'existe pas, le chef d'orchestre dans le ring. Voilà, non, c'était bien. Par contre, MJF et Jericho n'ont pas gagné le match. Donc, voir ce qui va se passer à Dynamite, je vous laisse le soin de le faire, car sans public, voilà. D'ailleurs, au niveau du public, 1300 personnes dans cette salle qui normalement en contient 5500, je crois. C'était sympa, mais ça ne me convainc pas d'arriver à redonner une petite chance au catch version pandémie, malheureusement. Mais voilà, si je l'avais pas regardé, ce pay-per-view, je me serais pas dit « Ah putain, il faut absolument que je le regarde », etc. C'était plus par curiosité, et comme je l'ai dit, par honnêteté, parce que j'ai dit que quand il n'y a pas de public, je peux pas regarder, donc si au moins ils font l'effort, ils arrivent à nous en mettre un petit peu, je vais regarder, ce sera très probablement aussi le cas pour WrestleMania dans quelques semaines. Ensuite, on a eu le Rumble par équipe. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu dans ce truc ? Ah oui, alors je me souviens du Hurricane Rana de Marco Stunt sur Evil Uno, qui ensuite, on ne sait pas pourquoi, le mec se met à courir tout seul sur le poteau de ring. Alors, je ne sais pas s'il a voulu protéger Marco Stunt ou si Marco Stunt
où ils se sont fait le spot trop au milieu du ring et que lui il a été obligé de courir trop loin. Si t'es au milieu et que ton spot c'est de te manger le poteau, je sais pas, tu prends un face bump, tu vas pas courir jusqu'au poteau. Enfin, c'était là, c'est horrible. Enfin, c'est digne des pires ratés de la scène indépendante. Je ne sais pas comment c'est possible. En plus, Evil Uno, quoi, je veux dire, il est pas né de la dernière pluie. Il devrait être capable d'improviser, de rattraper un petit raté qui, somme toute, est relativement simple. J'ai beaucoup aimé la fin du match entre Rey Fenix et Jungle Boy. Probablement parce que c'était une magnifique respiration et quelque chose de très très propre. Dans un match que j'ai trouvé, c'est vrai, un tout petit peu brouillon. Alors, pas dans l'exécution, à part le raté dont j'ai parlé et quelques autres petits problèmes de timing. Mais j'ai trouvé que c'était un chouïa brouillon dans le sens où il y avait trop de choses à digérer dans ce match et que ouais, c'était pas toujours super bien timé. C'est-à-dire que il y avait le compte à rebours derrière et puis des fois que les mecs aient terminé leur spot avant que les autres arrivent ou etc., bah, finalement ils s'accordaient pas. Donc il y avait le timing, il y avait les mecs qui devaient faire leur spot. Des fois ça ne marchait pas. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que c'est plutôt bien qu'à la WWF, on en parle WWE, pardon. Mais c'est vrai qu'on a fait le Rumble 97 dans l'abonnement Monday Night War il y a pas longtemps. C'est vrai qu'à la WWE, ils ont toujours, ils n'ont pas respecté les timings, parce que ce qu'ils doivent respecter, c'est la structure du match. Après, que ce soit 80 secondes, parce que là, en l'occurrence, c'était 90 secondes, mais que ce soit 80 secondes ou 100 ou 120, à la limite, c'est secondaire, parce que quand on est pris dans le feu de l'action, ce qui compte, c'est que dans le ring, ça soit cohérent et fluide. Là, comme le timing était, legit, c'était un vrai timing respecté, c'était compliqué pour les catcheurs, parce que ça veut dire qu'ils auraient dû toujours avoir un œil vers l'horloge, ce qui est compliqué à gérer quand même. Et donc, très belle victoire de Rey Fenix. Ensuite, on a eu le match Hikaru Shida contre Ryo Mizunami pour le titre féminin de la AEW. Alors, le match d'avant, là, le Tag Rumble, il a duré quasiment 30 minutes. Et celui-ci, il a duré, je crois, un bon quart d'heure, ou en tout cas, il s'en est approché. Franchement, c'était trop long, parce que après un si long match, il faut souffler un petit peu. Et tout ça, je le dis malgré le très bon boulot des catcheuses, parce qu'elles ont su récupérer la foule, qui était un petit peu dead au début. Elles ont beaucoup bossé. Alors c'est sûr que c'était pas la folie non plus à la fin du match, mais disons que ça partait très mal. Ailleurs sur la carte, avec 5 minutes de moins, ça aurait été vraiment mieux pour toutes les deux. Moi, je l'aurais peut-être placé, j'aurais peut-être inversé ces deux matchs-là. J'aurais mis le match féminin après le tag des Young Bucks, MJF et Jericho. Ou alors, peut-être, je l'aurais mis avant le main event. Parce que c'est vrai qu'avant le main event, c'était un match cinématique. C'est vrai que c'est pas le même type d'émotion pour le public, un match cinématique. Donc, le public, même en voyant le match depuis les gradins, n'aurait pas été investi émotionnellement comme dans un vrai match et aurait eu peut-être un petit peu plus sous le coude comme ça à donner aux catcheuses qui se sont quand même décortiquées pendant un quart d'heure. Mais voilà, je dirais qu'il y a 5 minutes de trop dans ce combat qui était, comme je l'ai dit par contre, extrêmement solide et c'est grâce à ce travail solide qu'elles ont pu récupérer la foule qui était rincée. Et en plus, pas forcément positivement, comme je le disais, le match d'avant, il y avait trop à digérer. Donc c'était vraiment la fatigue. On se calme un tout petit peu. À ce moment-là, j'aurais peut-être mis le match de Miro Kip Sabian contre les Best Friends, qui lui constituait une vraie pause avec la victoire de Miro et Kip Sabian. Pas grand-chose à dire, voilà. C'était celui-ci, le match qui permettait de souffler un tout petit peu. Ensuite, Hangman Page contre Matt Hardy dans le match, le Big Money Match. Donc le vainqueur reçoit les dividendes, enfin les salaires du premier trimestre 2021 du perdant. Adam Page remporte le match. Moi, j'avoue que j'ai quand même beaucoup de mal avec Adam Page et le Dark Order. Je trouve qu'il y a une confrontation de style. Alors, il y a des gens qui vont pouvoir dire qu'éventuellement c'est une complémentarité. Pour moi, je ne vois pas ça comme une complémentarité. Je trouve que ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Ça matche pas, comme on dit sur Tinder. Voilà, bon, c'est pas... Le match était bon, mais je sais pas, je trouve que Matt Hardy, parfait avec le Dark Order, mais je trouve que il manque un truc. C'est pas cohérent, ça marche pas. C'est comme des fois, il y a des couples, on voit qu'il n'y a pas une alchimie. Là, moi, je ne sens pas l'alchimie entre Hangman Page et le Dark Order. Peut-être parce que, personnellement, je n'arrive pas à apprécier le Dark Order dès le début, c'était le cas. Je sais pas. Bon, je pense que je l'ai beaucoup moins aimé que vous, les amis. Mais voilà, pour moi, c'était une deuxième pause.
toujours teinté d'une petite pointe de déception parce que j'aimerais bien voir Hangman Page ailleurs, mais je pense qu'ils ont des plans long terme pour lui donner la ceinture peut-être dans un an, parce qu'il ne faut pas oublier d'où il vient, c'est-à-dire la tag team avec Jon Moxley. Donc voilà, on se souvient du grand match, peut-être le meilleur match 2020, lors de Révolution 2020, les Young Bucks contre Hangman Page et Kenny Omega. Voilà, ouais. J'ai Jon Moxley avant, je sais plus. Bon, on s'en fout. Ensuite, match de l'échelle pour le Donut Magique. Alors, il y avait qui ? Il y avait Ethan Page qui fait ses débuts. Il y avait Penta Zero Miedo, il y avait Lance Archer, il y avait Max Caster, Cody Rhodes qui a pris un bump hallucinant, et Scorpio Sky qui remporte donc le Donut Magique, qui va lui donner une chance pour un futur match pour le titre TNT. Là, pareil, c'était très bien, mais alors moi, visuellement, le donut, là, enfin, ce qu'ils appellent le brass ring, donc ton destin cuivré, enfin, j'en sais rien, peu importe. Ce donut, là, visuellement, ça fait extrêmement cheap, quoi. Ça ressemble plus à un ballon de fête foraine qu'autre chose, donc j'avais du mal à m'investir dans le truc. Voilà. C'est tout, il y a des petits détails comme ça qui, je l'avoue, sont très futiles, mais qui, moi, des fois, me touchent un petit peu plus personnellement. C'est peut-être mon sixième sens féminin, ma sensibilité, un truc comme ça, je sais pas. Ensuite, le match cinématique dont je parlais avant. Darby Allin et Sting contre la Team Taz, composée de Ricky Starks et de Brian Cage. Alors, ce match, déjà, j'étais surpris qu'il y ait eu des commentaires pendant ce combat. Alors, je me suis dit, why not ? Parce que effectivement c'est étonnant, mais voilà, pourquoi pas. Je suis ni pour ni contre, c'est un choix. Ça n'améliore pas forcément le truc, ça ne le dessert pas, c'est pas trop un problème. Par contre, j'aime bien quand il y a un tout petit peu de musique. C'est vrai que ça peut paraître un peu chelou quand il y a un peu de musique, surtout quand il y a des matchs comme ça qui sont dans une ambiance très dark. Mais après, le problème, s'il n'y a pas de musique, ça risque de faire des trucs comme le Rock contre Mankind lors de la mi-temps du Super Bowl 1999, qui avait fait un match dans une salle vide. C'était pas un match cinématique, mais sans aucun bruit, c'est quand même bizarre. Brian Cage, toujours pareil, je dirais, prend Darby Allin, souplesse maintien en chandelle, et il monte les escaliers avec, tout va bien. D'ailleurs, Darby Allin, il prend des bumps de taré, je sais pas combien de temps il va pouvoir faire ça, à la limite, bon, ouais. On se disait pareil de Jeff Hardy il y a 20 ans, sauf que Jeff Hardy à l'époque il catchait tous les jours, Darby Allin a la chance de ne pas catcher tous les jours, et Jeff Hardy il est toujours là. Donc Darby Allin en catchant une seule fois par semaine, peut-être que ça va durer sur le long terme, mais il faut quand même faire gaffe. Et c'est vrai que c'est assez étonnant parce que ça ne reflète pas totalement la vision du catch de Darby Allin. En janvier 2020, j'étais à l'aéroport de Kuala Lumpur. J'attendais mon épouse qui devait atterrir, moi j'étais déjà sur place, et donc j'ai tué le temps en écoutant un podcast dans lequel il y avait une interview de Darby Allin qui parlait de catch, et sa vision était tout à fait lucide et respectueuse entre guillemets, même si c'est pas le terme que je cherche. Bref, c'était très étonnant par rapport à ce qu'il produit dans le ring. Donc ne pas juger que sur pièce par rapport à ce qu'il fait dans le ring. Il faut aussi écouter un petit peu ce que les gens ont à dire, et en tout cas c'est ce jour-là où je me suis pris un petit peu d'affection pour Darby Allin, qui finalement, même s'il fait des trucs complètement tarés, est lucide que c'est des choses qui sont tarées, il est lucide que ce sont des choses qu'il ne pourra pas faire toute sa carrière, et il est aussi tout à fait lucide de la manière dont il faudrait worker, enfin faudrait entre guillemets, si ce style ne plaît pas. Donc il est aussi capable de le faire, mais c'est vrai que quand on est à la télé, qu'il faut se faire connaître, vu qu'il a son passé de skater, et ben voilà, c'est un pas qu'il a emboîté assez naturellement. Mais voilà, tout ça pour dire que Darby Allin, je l'aime bien depuis que j'ai entendu cette interview, et je ne le juge pas uniquement sur les prises de risque qu'il prend dans le ring. Le main event, donc les explosifs et tout le bordel. Alors pour ce qui est des explosions et tout ça, on en a déjà parlé, hein, les explosions dans le ring étaient vraiment plutôt bonnes. Donc c'était une grosse baston hardcore, c'était... Ouais, c'était un très bon match. Moi, c'était un vraiment bon match. Je ne veux pas forcément dire très bon match, un vraiment bon match, parce que je suis pas méga fan du truc, encore moins sans public, avec une ambiance qui est bizarre. Il y a une ambiance trop léchée, comme ça, trop lisse par rapport au hardcore. Ça, pareil, ça coinçait un tout petit peu. Je me disais pas qu'on est dans un contexte de violence. La violence, elle nous était imposée par la stipulation, mais je sais pas, psychologique. Je sais pas trop comment l'exprimer. Si vous avez compris un petit peu ce qui se passe là-haut, c'est-à-dire pas grand-chose, tant mieux. Voilà. Mais sinon, oui. À un moment, il y a un tombé, 1, 2, pied dans les cordes. Donc, à la limite, pas de disqualification, on s'en fout. En théorie,
on doit quand même compter jusqu'à 3. Sauf que le pied dans les cordes, ça fait exploser les barbelés, et donc l'explosion du barbelé fait arrêter le compte de l'arbitre Bryce Remsburg. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très original et très cool. Ensuite, il y a eu l'intervention des Good Brothers. Alors, celle-là, clairement, je l'ai trouvée beaucoup trop longue, parce que déjà que j'ai jamais trop compris la plus-value des Good Brothers, que ce soit à la WWE, à la New Japan ou autre, parce que pour moi, ce sont des très bons mid-carders, ce sont des faire-valoir de grande qualité, ce sont des gens extrêmement fiables, mais je ne vois pas ce qu'ils ont à faire dans un main event. Bref, ça c'est mon avis perso. Mais donc ouais, leur intervention elle était extrêmement longue, d'autant plus que donc personne ne vient sauver Jon Moxley, sauf que Kofi Kingston, n'importe quoi, Eddie Kingston, pardon, il vient le sauver un petit peu plus tard pour l'aider, enfin pour l'empêcher de mourir lorsque l'énorme explosion de tous les barbelés doit arriver à la fin du décompte des 30 minutes. D'ailleurs, le match n'a duré que 25, juste pour faire un petit topo timing. Il veut le sauver de la noyade, on va dire, ou de l'explosion. Par contre, pendant les 5 minutes où il se fait rosser la gueule par les Good Brothers, Eddie Kingston, il vient pas le sauver. J'ai pas trop compris pourquoi. Et puis alors évidemment, qu'est-ce qui se passe ? Il y a Eddie Kingston, quand le compte à rebours est à 0, qui se met sur Jon Moxley pour sorte de face turn, se dire voilà, je t'aime mon ami, blablabla. Et là, les petites flamèches, là, on dirait vous savez, les mini pétards là, dans un tube comme ça qui font juste des. Enfin, c'était niveau école primaire quoi. Atelier art plastique. Et voilà, et après ils vendent le truc comme quoi, voilà, on a failli mourir, etc. Par contre, j'ai vu passer sur Twitter, avant de tourner cette vidéo, que Jon Moxley, après le pay-per-view, avait pris le micro pour la foule sur place, en disant effectivement, c'était de la merde. Tout ça, c'est parce que Kenny Omega, avec son crayon et son papier, il sait pas faire des plans pour donner une structure explosive digne de ce nom, et Tony Khan aussi, après le pay-per-view dans la conférence, il a effectivement dit la même chose, donc voilà, c'est un parti pris. Maintenant, ils vont tourner le truc de cette manière en disant que, comme c'est Kenny Omega qui a construit le truc, parce que c'était la storyline, eh bien, il a construit de la merde, tout simplement. Donc voilà pour mon analyse, ma review de Révolution 2021, les amis. Je dois dire que malheureusement, ça ne m'a pas donné envie de revoir du catch en version pandémie. Peut-être que je regarderai Double or Nothing, qui est le prochain pay-per-view AEW, qui a été annoncé pour le 30 mai. A priori, ce sera dans la même salle, dans la même ville, avec le même nombre de spectateurs, 1200, 1300. Pourquoi pas, je le regarderai peut-être, mais ça ne m'a pas envie de regarder les TV sans public ou alors devant quelques centaines de spectateurs. Pour moi, la recette ne marche toujours pas. Pour moi, le catch, c'est devant des salles pleines, ou en tout cas qui ont l'air pleines, qui font du bruit. Voilà, c'est comme ça. Pour moi, le catch est toujours dans le coma. Il ne se réveillera à mes yeux que quand on sortira de ces tristes moments que nous vivons. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo les amis, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour les vidéos dont j'ai parlé au tout début de cet épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas évidemment de bien vous porter, de garder la passion et surtout de regarder du catch 24h sur 24. Bye bye.